Fait que recap. On parle du statut de l'artiste. Hein? On parle du filet social. Ensuite de ça, on parle de l'accessibilité. L'accessibilité au financement, l'accessibilité aussi à l'art, à la culture. On parle du concept d'œuvre versus marchandise, le droit d'auteur qui peut être nuisible dans certains cas, la lourdeur administrative, les réductions d'intermédiaires, il faudrait peut-être qu'il y ait moins de monde entre nous et le public. La participation du privé. On parle aussi de la démocratisation de la technologie, qui justifie justement qu'il y ait moins d'intermédiaires. On parle de neutralité, hein, quand on fait appel à des bien-pensants dans un conseil machin qui décide c'est quoi la bonne culture. Et j'ai déjà fait partie des juges au Conseil des arts. Ben, je dois vous dire que ça dépend qui est assis là. T'sais, si ça donne que c'est quelqu'un qui tripe sur des concerts de sacs de papier brun qui explosent, ben ça se peut que ta tourne ne soit trop pop. Fait que c'est ça. Puis non, mais il n'y en a pas là, de neutralité absolue. Et puis de diversité. J'en parlais tantôt. La diversité, elle est là. Nous sommes la diversité. Le problème, c'est quand on veut commencer à jouer dans la diversité puis décider de faire des politiques, puis des cultures, inclusives puis inclusives. On rentre dans quelque chose, on s'en sort pas, il y aura toujours quelqu'un laissé pour compte. Alors, il faut trouver une manière de faire en sorte que la diversité puisse exister d'elle-même et se laisser s'émanciper d'elle-même. Donc, on va loin. J'ai quasiment l'air d'avoir un discours anti-woke. C'est pas parce que d'habitude, j'ai un chandail marqué woke, là, mais c'est comme coke. Mais c'est pas ça. Je suis pas anti-woke. Je suis woke, en fait. Moi, je suis un woke. Mais l'affaire, c'est que je comprends que des fois, c'est lourd à porter de décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est diversité, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parmi tout ça, j'ai mis des couleurs. Pas juste des emojis, j'utilise la couleur. En turquoise, statut d'artiste, filet social, diversité. On parle vraiment de la possibilité d'exister en tant que créateur, en tant qu'artiste, en tant que participant de la société. Ensuite de ça, en rose, j'ai en fuchsia magenta, je sais pas comment, prenez-le comme vous voulez. Moi, je suis ouvert à la diversité, alors appelez ça comme vous voulez. Donc, on parle du concept du droit d'auteur, de l'œuvre versus la marchandise. À partir de quel moment une chanson est une œuvre, en fait, cesse d'être un produit et devient une œuvre. La limite est toujours très infime. On parle d'accessibilité. On parlait d'accessibilité à des subventions. Fait qu'évidemment, ce qui est en blanc, en fait, c'est l'accessibilité pour les artistes aux subventions, aux bailleurs de fonds, etc. Mais d'un autre côté, le public doit avoir accès à sa culture. À quoi sert la musique s'il n'y a personne pour l'écouter? À quoi ça sert d'être abonné à Netflix si, au final, ce que je cherche, c'est pas disponible? Le film de Gilles Carle, il n'est pas là. Donc, c'est des enjeux qui sont graves, en fait, parce qu'on sait payer une culture, mais elle n'est pas disponible. Voilà. Neutralité, réduction d'intermédiaires. Voilà. Tout ça, ça se résume, selon moi, à une grande thématique, l'équité. Et c'est là que je mettrais la chanson de Daniel Bélanger qui chanterait « L'équité, c'est trop difficile. » Merci. Donc, je dois des droits d'auteur à Historia Lavenue pour avoir cité ma culture, je suis désolé. Ensuite de ça, cette équité-là s'exprime, à mon avis, dans 3 angles. L'équité décisionnelle, l'équité financière, l'équité d'accès. Ces 3 grandes catégories-là sont fondamentales. C'est pas mal ce qui ressort dans le discours de nos amis, là. Puis aussi, bon, parlons d'équité décisionnelle. Un autre article que j'ai écrit jadis, dans le passé, j'ai parlé, dans le fond, des rois de la montagne de la SODEC. Bon, je dois vous avouer que je me suis pas fait beaucoup d'amis. Mais de toute façon, j'ai déjà pas beaucoup d'amis du côté des producteurs, donc ça va. Si vous voulez m'envoyer de l'amour, je me suis parti d'une association pour pouvoir être aimé. Mais surtout pour pouvoir donner de l'amour à ceux qui en ont besoin aussi, clairement. En gros, ce que je dénonçais, c'est que dans ce monde-là, la SODEC qui est fondée sur une loi, la loi de 1994 stipule dans son article 29 que et le conseil d'administration de la SODEC et les commissions sectorielles sont fondées par des gens qui sont d'abord nommés par le conseil exécutif gouvernemental. Donc, le conseil d'administration, c'est des gens au gouvernement. Donc, ça peut être le premier ministre, le ministre de la Culture, etc. Ensuite de ça, le conseil d'administration peut nommer des gens qui vont s'asseoir sur une commission sectorielle pour pouvoir aider la SODEC à réfléchir sur les programmes à mettre en place. Mais nulle part, ça dit que ça doit exclure les bénéficiaires, les prestataires des subventions. Donc, on a des gens qui sont assis sur des commissions et qui expliquent à la SODEC comment faire des programmes, souvent de manière à mettre la barre assez haute pour qu'à peu près juste eux et leurs amis y aient accès. C'est-tu plate, hein? On appelle ça un conflit d'intérêts systémique. Quand c'est enchâssé à même une loi, c'est un peu difficile de lutter contre. Même si on a des gens très éthiques à l'interne, la loi ne t'empêche pas de le faire. Ensuite de ça, il y a dans un autre article dans la loi sur la SODEC qui dit que les gens qui siègent au conseil et aux commissions ne sont pas rémunérés.
Bien sûr qu'ils n'ont pas besoin d'être rémunérés. Ils se désignent des programmes pour eux autres. C'est comme, moi, je préférerais qu'on les paye, puis que ce ne soit pas des prestataires. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais c'est juste pour vous dire qu'une maudite bonne idée, ce serait peut-être d'abolir le concept de roi de la montagne qui existe à la SODEC. Pas parce que les gens qui travaillent là, c'est des gens pas gentils. Non, je veux dire, je connais des gens qui travaillent là, qui créent des compagnies en musique. C'est des gens qui ont le cœur sur la main. Ils travaillent dans un contexte qui a été inventé par Lisa Frula à l'époque, qui faisait bien. Tout le monde faisait bien les choses en pensant bien faire. Mais l'affaire, c'est que, des fois, tu dis, OK, mais des petits mauvais plis par-ci puis par-là, ben oui, mais c'est parce que c'est légal. OK, c'est pas éthique. C'est pas éthique. Mais c'est légal. Fait qu'on faudrait peut-être changer la loi. Donc, on pourrait peut-être abolir ça, les rois de la montagne. C'est super simple. Article 29, on ajoute une petite phrase qui dit que les bénéficiaires ne sont pas, ils ne peuvent, si tu sièges au conseil d'administration, si tu sièges dans une commission, tu n'as pas le droit d'appliquer à quand tu votes pour un programme, tu n'as pas le droit d'appliquer pendant 7 ans. Ouais. On va aller chercher des gens Robert Bizarion de ce monde, puis des Destiny Chouechi-Wally de ce monde, puis des gens qui sont dans les universités, puis qui sont dans des bureaux, puis qui lisent plein de livres, puis qui comprennent c'est quoi la culture aussi. Puis ces gens-là vont pouvoir participer à designer c'est quoi les programmes de subvention pour notre culture. On va aller chercher d'autres mondes. Ça ne sera pas juste des prestataires de ça. Ensuite de ça, l'équité financière. Une idée. Moi, j'ai une amie dans le milieu de la musique qui, à un moment donné, m'a envoyé un petit courriel, et ça disait « Hey, j'ai pensé à un modèle qui réglerait pas mal tous les problèmes. » Genre, ouais, cool, moi ça. Ça m'a pris genre 7 ans avant d'allumer. C'est comme, à force de réfléchir, tu fais comme, tu retrouves le courriel, tu dis, ah ouais, Jacinthe, c'est toi qui m'as envoyé ça. Ben ouais, cool. Mais pourquoi tu le pousses pas? Ben parce que c'est un modèle qui change un peu les affaires, puis tu sais, moi, mes clients, ok, ouais, je sais, t'as des bonnes idées, mais tu peux pas les promouvoir, t'as pas les moyens de promouvoir tes bonnes idées, je comprends. Fait que moi, je suis un électron libre, moi, les promouvoir, tes bonnes idées. Donc, l'idée, c'est que, dans ce modèle-là, mettons que t'es la relève, puis que tu commences. Puis t'es la relève, t'es brun, t'es noir, t'es blanc, t'es jaune, peu importe ta couleur. T'es gay, t'es bispirituel, peu importe tes allégeances sexuelles ou... Peu importe, t'es quelqu'un. Puis on a tous quelque chose en commun. On a tous du love money autour de nous autres, puis on a toute une job à côté, puis on a toute la possibilité de dépenser des sous de notre propre poche. Hein? Puis ça se peut qu'on soit pauvre, mais à la rigueur, on peut aller chercher de l'aide. On peut faire un crowdfunding, aller chercher de l'argent dans les poches de d'autres personnes qui sont plus riches. Ou des gens qui minent du Bitcoin. Ensuite de ça, la relève. Tu dépenses $1. Ben, parce que tu as dépensé $1, on t'en rembourse 50 sous. Ah, ça c'est intéressant. Fait que moi, j'ai pas besoin de me préqualifier pour un projet que j'ai passé 25 ans à écrire, 25 heures ou 25 semaines à écrire, puis que j'ai demandé à quelqu'un qui connaissait la demande de subvention pour être sûr que j'ai pas dit des mots qui n'ont pas rapport parce que ça pourrait froisser quelqu'un qui va analyser ça puis qui va penser que, tu sais... Fait que, ben non, dans le fond, d'une manière ou d'une autre, tu as un projet qui est culturel. Tu es une entreprise culturelle au sens que tu fais rouler l'économie. Tu loues un truck chez Les Garés, tu es en tournée. Je sais pas, tu t'arrêtes chez Tim Hortons acheter une soupe aux légumes qui n'a plus d'amour dedans. Bon, bref, tu dépenses une pièce, on t'en rembourse 50 sous. De quelle manière? Quels sont les critères d'admissibilité? À y penser. Mais le concept, c'est que on va contribuer à la prise de risque déjà. Fait que tu es un des labels de Québécois. Ben, tu dépenses une pièce, on va t'en donner 10 sous. Sorry, tu iras dans ton compte au Luxembourg chercher les fonds nécessaires pour faire tes propres projets. En passant, je ne suis pas en train de faire de la diffamation publique, je fais juste dire des informations que je peux trouver sur ChatGPT, voilà, et dans les journaux de Québécois. Ensuite de ça, en fait, c'est un système où est-ce qu'on récompense, ça c'est l'émoji de la récompense, la prise de risque. Que tu peux être une grosse poche ou quelqu'un de vraiment pauvre, quand tu prends un risque parce que tu as un projet culturel dans lequel tu crois, tu prends un risque. Sans égard aux demandeurs. Tu vois, on n'a pas besoin de savoir si tu es blanc, si tu es jaune, si tu es rouge. On ne veut pas le savoir. T'sais. On pourrait peut-être, parce que tu es d'une culture ancestrale autochtone, te donner un peu plus d'argent en retour. Hein? On peut avoir des politiques comme ça, on peut avoir de la discrimination positive, mais toujours suite au risque. Tu prends un risque, on t'aide. Fait que donc, on récompense aussi l'ouverture, l'accès. Fait que si tu fais quelque chose dans un projet culturel, puis que tu veux éventuellement, je sais pas, rendre ça disponible, une tourne, un film, n'importe quoi, okay? Une pièce de théâtre, puis que tu décides, connaissez-vous Creative Commons? À main levée, qui connaît Creative Commons? Wow! Il y a assez de monde, il manque tellement de monde qui savent c'est quoi ici, que je vais être obligé de revenir l'année prochaine pour vous faire une conférence sur le Creative Commons. Mais non. On va rentrer dedans vite, là.
En gros, c'est qu'entre le tout droit réservé et le aucun droit réservé, ça c'est le moi, c'est mon œuvre, c'est moi je l'ai faite, c'est à moi, c'est juste moi qui l'ai fait. Ou le oh non, j'ai été inspiré de l'univers et je l'ai garoché dans l'univers. Entre les deux, il y a toute une panoplie de teintes de gris possibles, donc il y a plein de possibilités de licences qui existent, on dit certains droits réservés. Ça va dans le fond du plus restrictif au plus permissif. OK? Je ferme la parenthèse sur le Creative Commons parce que j'ai déjà fait des conférences qui durent 1 heure là-dessus, donc on verra. Oh wow! J'ai même fait des emojis qui ont des animations. C'est là, dans une nuit blanche dans un autobus qu'on peut faire. Donc, si on rajoute la logique des Creative Commons par rapport à ça, et la logique aussi, parce que tout le monde s'est plaint que on fait de la culture puis personne n'y a accès. Combien de fois vous avez cherché un film dernièrement puis vous avez eu de la misère à le trouver? À main levée? OK, puis là, vous avez été obligé de vous abonner à Crave, vous avez été obligé de vous abonner à Prime, puis etc., etc. Vous avez été obligé d'aller chercher des petits abonnements au bout des pipelines hermétiques du copyright. J'y arrive, ça sera pas long. Donc, l'idée, c'est que plus tu es généreux avec le public, plus le public est généreux avec toi. C'est-tu pas cool, ça? C'est de l'amour rotatif qui tourne. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. C'est comme faire un show, hein? On sent l'énergie rouler, là. D'ailleurs, merci d'être là. Donc, argent public, culture publique. Petite parenthèse, argent public, code public. Combien de fois on a eu des beaux systèmes informatiques qui nous ont coûté trop cher dernièrement? Ça vous dit-tu quelque chose? Arrive Cannes! OK. Pourquoi? Parce que, on sait pas, je veux dire, on n'a pas demandé, genre, à, je sais pas moi, les gens du goût du libre, de nous coder en Linux ou sur une base qui était ouverte sur GitHub ou autre repositoire, comme on dit en anglais. On n'a pas demandé aux gens de coder quelque chose sur une base préexistante. On leur a dit, mais non, crée-nous quelque chose d'original. Fait qu'ils nous vendent quelque chose. En fait, ils nous vendent des licences d'utilisation de systèmes dont la propriété reste à eux. Puis éventuellement, ils vont eux-mêmes sur les GitHub, puis ils vont chercher le code ouvert, et ils te revendent ça privé. Bref, on se fait fourrer. Mais ça, j'y reviendrai. Je pourrais revenir vous en parler pendant 1 heure. Donc, en gros, tu dépenses 1 pièce. On t'en rembourse 50 cents si tu mets t'embarres ton œuvre dans le droit d'auteur. Ça veut dire que le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est à toi pour la vie éternelle. Bon, 70 ans après ta mort, là, mais c'est presque la vie éternelle. Presque. Entre les deux, il y a une certaine différence, mais bon. Donc, mais par contre, si tu prends une licence qui dit genre by non-commercial, puis remix la pas, ça c'est genre la plus restrictive des licences Creative Commons, ben là on t'en rembourse 75 cents. Mais là, si t'es plus permissif avec ta licence, ben là on te donne 80 cents, 85 cents. Si éventuellement tu dis ok, fais ce que tu veux avec mon œuvre, mais en autant que tu me cites, puis tu peux pas faire d'argent avec, mais les usages non commerciaux, comme l'éducation. Ben là, ah ouais, j'ai dépensé 1 pièce, j'en récupère 95. J'ai pas pris beaucoup de risques, mais j'ai laissé beaucoup de choses à ma collectivité. Ensuite de ça, fais ce que tu veux, mais laisse-la assise. OK? C'est mon œuvre, je veux pas que tu la remixes. OK? Ben, ça va être genre 1 pièce et 5, ça. Fait que, tu sais, là, tu commences à faire de l'argent à créer. C'est le fun. Ensuite de ça, puis on va jusqu'au bout, là. Pourquoi pas 1 pièce et demie? Tu dépenses 1 pièce, on te donne 1 pièce et demie parce que tu as fait une œuvre qui est dans le domaine public. Combien de fois vous avez travaillé une œuvre que ça aurait pu être dans le domaine public? Un essai politique sur le scandale des commandites. Abolir les partis politiques de Jacques Lazure. Ça devrait être les faits salaires, sur le web. Ben d'ailleurs, c'est les faits salaires sur le web. Tous les chapitres sont maintenant comme ça accessibles à tout le monde. Et Jacques est très content. Il a 95 ans. Puis il est très content de savoir qu'il y a du monde dans 17 pays qui ont lu son essai. Fait que c'est une licence Creative Commons très permissive. Puis c'est pas le domaine public, mais pas loin. Fait que Jacques aurait pu avoir un remboursement de ses dépenses. Ensuite de ça, l'équité. Équité d'accès. Parlons-en du copyright. Le copyright, c'est un cadeau qui tombe du ciel quand tu crées. C'est à toi, par défaut, à partir du moment où tu fais une première prestation, une première publication publique, devant public, ou au public, etc. Et donc, traditionnellement, on est tous condamnés et brainwashés, nous, dans le milieu culturel, en se disant « Ah, mais c'est parce qu'il faut que j'aille un éditeur, il faut qu'il y ait un producteur, il faut que j'aille un distributeur. » Fait que qu'est-ce qu'on fait, nous? Bon, on donne notre droit d'auteur. Tiens, prends-le. On le donne. Tiens, prends-le. Prends-le, c'est à toi. Contre rémunération, bien sûr. Ah oui, dans le milieu du livre, je vais me contenter de 10% des revenus. Il reste 10 minutes, cool. Ben voilà, qu'est-ce que l'éditeur va faire? Il ne va pas penser au rayonnement de l'œuvre. Il va penser à faire de l'argent avec l'œuvre.
Ben, guess what? Le nombre de livres qui a été publié au Québec, que ça a été mis sur les tablettes, puis que finalement, par exemple, là, il y a un truc, là, genre blablabla et tartelette, dernièrement, qui a été fait sur le scandale, la crise du COVID. Dernièrement, ça fait 4 ans, la crise du COVID, là, genre avant-hier. Mais ça aurait pu ressortir. Est-ce que l'éditeur en a parlé de ce livre-là? Pas en tout. Ça aurait pu faire la une, tout le monde en parle, tout le kit pour célébrer. Mais non, c'est dans le droit d'auteur d'un éditeur qui a mis ça sur une tablette parce qu'il est payé à produire puis il est rendu au prochain appel. Je suis pas fin, hein? Mais ça prend du monde pour dire la vérité. Dire les affaires qu'on veut pas dire. Parce que si on dit publiquement, on n'aimera pas l'autre personne, peut-être que je n'aurai pas ma bourse. Je continue. Donc, évidemment, ces gens-là, en général, leur prérogative, ce n'est pas de faire rayonner la culture. On parle de canalisation. Canalisation de la culture à travers le droit d'auteur. Canalisation qui est gérée, bien sûr, par les éditeurs, par les producteurs, les distributeurs, etc., les vitrines, les Amazon de ce monde, les Crave, les Netflix de ce monde. Je vous en parle, je suis tout émotif. Mais c'est de la canalisation. Ce qui se passe là-dedans, ça reste là-dedans. Ce qui est autour, bonne chance. Mais ce qui est plat, c'est que tu voudrais trouver du gel Carl autour. Non, c'est par là qu'il faut que ça passe. Ouais, mais on ne l'a pas envoyé par là. Ah, c'est pas grave, c'est par là que ça passe. OK. Donc, en gros, l'artiste vient au monde avec un droit d'auteur qui va concéder ou céder à un éditeur ou un producteur ou un distributeur, éventuellement, qui, lui, va concéder ça à un distributeur ou faire la commercialisation, amener ça au marché, pour amener ça sur les plateformes. Donc, en gros, la manière que ça marche, plus on est proche du consommateur culturel, plus on fait d'argent, parce qu'on possède l'ensemble des films qui ne tournent pas, l'ensemble des tunes qui ne spinnent pas bien, mais on fait donc 20% on a 20% des revenus de 80% du catalogue qui ne marchera pas, mais on a aussi notre 99% des revenus qui viennent des blockbusters qu'on met en première page ici. Là, on parlait là, de découvrabilité là, dernièrement, de données ouvertes et liées ce matin, etc. C'est ça la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont juste de quoi vendre. Ils ne sont pas là vraiment pour rendre découvrables les choses. Donc, au final, eux font beaucoup d'argent, ce qu'on appelle les DSP, les Digital Service Providers. Ensuite de ça, on a ici, en amont, on a les distributeurs, les gens ou les agrégateurs qui amènent les contenus numériques aux plateformes. Avant ça, tu as ceux qui possèdent les contenus au nom des créateurs. Mais puis en fait, souvent les créateurs à leur état de compte. Donc, le partage de revenus se fait dans la mesure où on a remboursé les dépenses. Fait que finalement, c'est le créateur qui prend tous les risques et ne fait pas une crise de sel. C'est de même que ça marche. Bienvenue dans le monde culturel du Québec. Fait qu'en gros, c'est un beau pipeline, OK, entre l'artiste puis son utilisateur, ou son fan, ou son amoureux. Et si on changeait ça? Et si on enlevait justement cette canalisation-là? Si on publiait à côté la canalisation? Si on éliminait ces middlemen-là, peut-être qu'on serait plus concordant, en accord avec la logique du web. Hein? Peut-être que l'artiste ferait plus d'argent en utilisant vraiment la force du web sans passer par des canaux de distribution qui, eux, sont hermétiques et qui nécessitent que tu aies mis ton œuvre sous le droit d'auteur pour que le droit d'auteur soit retransmis d'intermédiaire en intermédiaire jusqu'au end-user. Donc, les politiciens veulent lancer une discussion là-dessus. Dernièrement, on a vu ça à Zanetti qui a dit que ça prendrait une commission pour discuter de ça, changer le mode de fonctionnement ou de financement du public. Commission parlementaire lui semble la meilleure option, une bonne manière, etc. Et pourtant, c'est le jour de la marmotte. Parce qu'on le sait déjà quoi faire. Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, en 2010, j'ai été collé par Christine Saint-Pierre pour une grande conversation numérique où est-ce qu'on a discuté de ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qu'on devrait faire, okay? Exactement ce qui s'apprête à se faire là. Puis donc, la SODEC, locales qui ont été mis en contribution. Pendant 2 ans plus tard, la SODEC a fait un rapport avec 20 recommandations, puis local avec 37 recommandations. Donc, en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Les casseroles! Vous rappelez-vous des casseroles? Ding, 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 ding. Alors, devant le vent politique qui soufflait, le vent de changement, parce qu'on s'entend qu'il y en a eu de changement, Macacoto, Hélène David, Luc Fortin, Marie Montpetit, Nathalie. Hey, c'est des ministres de la Culture qu'on a eu depuis la grande conversation de Christine. Qu'est-ce qui s'est passé avec les papiers? Sur des tablettes. Il y a certaines affaires qui ont été mises en place. On ne va pas jeter le petit avec l'eau du bain. Mais chose certaine, c'est que la plupart des grandes recommandations qui étaient fondamentales sur les changements dont on parle aujourd'hui, ça n'a pas été mis en place. C'est essoufflant tout ça. Fait que moi, à l'époque, mes amis de musique numérique, on faisait des barbecues puis des bières, puis on a pris les 57 recommandations sur le grand écran de mon salon, et on a décidé de faire recommandations en systématique pour le virage numérique au Québec. En 2012, on a publié ce document-là. Si vous le voulez, je vous laisse mon adresse à la fin, je vous le donnerai. Vous allez voir, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à des affaires. Okay? Puis, je ne suis pas le seul bien pensant ici au Québec qui a déjà réfléchi à des affaires. Il y a plein de monde qui ont réfléchi à plein d'affaires.
C'est juste que c'est le jour de la marmotte. Donc, en gros, on couvre ces 6 champs d'activité-là. Donc, la gouvernance, l'aide financière et les droits d'auteur qui proposent déjà des solutions qui ont rapport avec ce dont on a parlé tantôt. Par exemple, réduction d'intermédiaires. Hein? Ben, il faut juste vous rappeler que Internet, ça a été créé pour résister aux attaques nucléaires. C'est une débelle qui a été faite pour copier l'information, pour la protéger. Ah, c'est intéressant. Ah oui, c'est ça Internet. Ben oui, c'est pas un endroit où il faut lutter contre le piratage. Non, c'est un endroit qui existe que par la copie de l'information. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on peut aussi penser de manière distribuée, où est-ce qu'on peut éliminer les intermédiaires. C'est un endroit aussi où on peut offrir de l'accessibilité. L'accessibilité, où est-ce qu'on peut se servir d'Internet, bien sûr, mais aussi de le faire avec des politiques comme privilégier les cultures d'ici. Par exemple, quand vous appelez à quelque part, vous appelez dans une grande banque québécoise ou canadienne. Est-ce que vous entendez de la musique d'ici? Non. Rien ne leur oblige de faire ça. Ensuite de ça, à la radio, il y a des cotons, on est content. À la télé, ben aussi, mais on entend de plus en plus de la musique générique, la musique en canne, et la musique faite par des compagnies Shutter Music, etc. Les pubs. Imaginez si les publicitaires avaient des crédits d'impôt pour les encourager à utiliser la musique d'ici. Hein? Voilà. Ensuite de ça, bon, on parlait de neutralité, la transparence, pour éviter les mirages, savoir où est-ce qu'on s'en va. Hein? J'allais dire, ça existe trop gouvernement. Non, mais les données ouvertes, ça pourrait exister, effectivement. Il y en a un peu. Il y a un peu de données ouvertes, mais on a encore beaucoup de chemin à faire là-dedans. Particulièrement en ce qui a trait à pour être capable de monitorer l'accessibilité et la neutralité. Hein? Parce que si la donnée est ouverte, nous, on peut savoir si les choix sont woke ou pas. On peut faire des algorithmes pour déterminer le taux de wokeness de nos subventions. Ensuite de ça, donc les politiques, nous, ce qu'on avait dit à l'époque, c'est qu'il fallait créer un comité consultatif du numérique de la culture. En gros, c'est des conseillers qui représentent les politiques et administratifs d'État. Comme ça, les gens, quand par exemple, Mathieu Lacombe arrive en poste comme nouveau ministre, comme je ne sais pas combien de ministre après 10 ans, je ne serai pas comme non. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon. Ouais. Mais on pourrait, plutôt que de toujours rebâtir un comité consultatif à l'interne, puis s'entourer de conseillers qui n'ont peut-être pas suivi la POC depuis 2012, ben, c'est de faire appel à un comité de papy puis de mamie qui c'est des universitaires puis qui ont suivi la POC. Là, ensuite de ça, ça je passe ça. Ensuite de ça, d'avoir une autorité du numérique permanente. En fait, c'est un espèce de lieu de concertation avec les différentes industries et entre les différents ministères, quelque chose de transversal. Parce que quand on parle du numérique, on ne parle pas juste de la culture. Les subventions devraient intégrer tous les besoins de tous. Par exemple, OK? Ici, là, les subventions en culture, les retombées économiques vont au tourisme. On devrait se parler un petit peu plus. Hein? On sait tous qu'un piastre investi en culture fait 10 piastres en retombées économiques, en billets d'avion qui ne se pointent pas. Ensuite de ça, en autobus de nuit. Ensuite de ça, en restaurant chez Maurras. Ensuite de ça, en bière à gauche et à droite, etc. C'est ça. Je veux dire, il y a des retombées économiques avec la culture. Donc, les données ouvertes, ouverture, partage, c'est important. Alors, ensuite de ça, je vais aller plus loin. L'autre bonne idée, on en avait parlé, des bourses selon la licence. Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. Là. Ben, je vous ai fait des beaux dessins pour vous expliquer ce qu'on avait déjà écrit en 2012. La monétisation des usages non commerciaux, par exemple. Si tout le monde sac leur contenu en dehors de pipeline du copyright, comment on fait pour vous ramener de l'argent? C'est sûr que si les fournisseurs d'accès à Internet ils font de l'argent pendant que la culture libre circule sur le web, c'est peut-être le fun qui contribue. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en place à ce niveau-là. Bref, les idées, l'argent public, culture publique, les idées, crédit d'impôt pour encourager la prise de risque culturelle et la prise de risque économique et vous transformer tous en agents économiques. Arrêtez de vous considérer comme des petits nuages artistes. Ben non, vous êtes des businessmen. Parce que vous dépensez, vous faites rouler l'économie. Voilà, des questions, des plaintes, des commentaires. Est-ce que vous avez le droit de vous plaindre contre ma franchise absolue? Il reste 3 minutes avec une question. Oui, merci.